Et votre invité dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Didier Saint-Georges. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, membre du comité d'investissement chez Carmignac. On l'a su il y a quelques heures, l'administration Trump vient donc de dévoiler les 1300 produits chinois qui pourraient, parce que ce n'est pas encore fait non plus, mais en tout cas c'est une liste qui existe, qui pourrait être frappée de surtaxe à l'importation. Le président américain, donc sur ces 1300 produits, on ne va pas les lister, mais qui pourrait même taxer à 25% les médicaments, les téléviseurs chinois. Est-ce que, selon vous, Donald Trump a raison, encore une fois, de faire pression, parce qu'on a compris la stratégie, c'est de faire pression sur la Chine pour derrière faire un deal, trouver un accord, encore une fois, avec Pékin, ou est-ce qu'on se dit malgré tout, cette stratégie, elle peut être dangereuse parce qu'il y a un petit pas supplémentaire qui est franchi vers une possible et non souhaitable confrontation avec Pékin. Voilà, est-ce que vous craignez que cette escalade devienne incontrôlable ou tout ça est assez maîtrisé selon vous? Alors, l'escalade est très spectaculaire et fait la une des. Il fait son matamor, il bombe le torse. Là, oui, c'est sa technique. Et puis il négocie en mettant un revolver sur la tempe de son interlocuteur. Enfin, c'est sa technique, hein, c'est the art of the deal qu'il a déjà présenté. Donc ça, c'est pas très nouveau. Ce qu'on sait également, c'est que naturellement la Chine a largement des moyens de rétorsion. Et ça y est, hein, on a déjà l'étape suivante. Là, la Chine vient d'annoncer qu'elle-même serait capable de. Très graduelle, la riposte est très graduelle de la Chine. Vous avez remarqué hein oui, tout est très graduel. Parce que quand vous regardez vraiment les enjeux, pour l'instant, c'est complètement. 60 milliards, encore une fois, de dollars de taxes à l'importation. Ouais, c'est rien du tout. Ce que propose la Chine, ça correspond à 25% sur 50 milliards. C'est 0,6% des exportations chinoises, c'est 0,1% du PIB chinois. Alors pourquoi les marchés surréagissent dans ces cas-là? Pourquoi cette surréaction des marchés? Ils jouent à se faire peur? Oui, alors ça, c'est une très bonne question, parce qu'en réalité, les marchés sont très instables depuis le début de l'année, enfin, on va dire depuis fin janvier, pour de bien d'autres raisons. Et toutes ces discussions sur la bataille commerciale, voilà, la guerre commerciale, ou les discussions sur la technologie et les tweets du même Donald Trump à l'égard d'Amazon, ça permet de cristalliser un petit peu les angoisses. Mais si on n'était pas dans un environnement d'instabilité fondamentale des marchés, ça aurait un impact beaucoup plus faible. Ça serait quasiment, à vous écouter, un non-sujet. Alors que la guerre commerciale, encore une fois, c'est un non-sujet parce que les montants en jeu aujourd'hui, sans escalade supplémentaire, sont à l'échelle du commerce mondial limités, epsilonesques. C'est un sujet de politique intérieure en réalité. C'est pas comme ça que les marchés, là, encore une fois, parce qu'il y a un terreau à vous écouter qui est favorable. Le terreau est très, très fragile. Alors ça, on a déjà eu l'occasion de discuter, mais c'est vraiment ce qu'il faut vraiment avoir en tête. Tout ça n'a pas lieu comme un éclair dans un ciel bleu. Il y a un contexte de marché qui est celui d'une période de 8 ou 9 ans qui se termine, par lequel on a dans le même temps la grande question de savoir qu'est-ce que va être l'impact pour les marchés de cette fin du quantitative easing, des remontées de taux d'intérêt, d'un ralentissement global. Et gardez bien en tête que de la même manière qu'en 2009, quand les premières mesures non conventionnelles des banques centrales ont commencé, personne ne savait très bien l'impact que ça aurait sur les marchés. Souvenez-vous, hein, les économistes se disaient on va imprimer de la monnaie, ça va créer une inflation terrible, etc. Ils sont complètement trompés. Il y a eu d'autres qui ont eu beaucoup de chance, qui ont dit ça va fonctionner tout de suite sur l'économie, donc il faut acheter les actions. Ça n'a pas du tout fonctionné sur l'économie, mais ça a fait monter les actions quand même. Donc les interprétations étaient vraiment. Je préfère en théorie être en début de queue qu'en fin de queue. Non, mais enfin, la question, c'est véritablement d'être dans l'inconnu. C'est-à-dire que je crois que personne, et certainement pas le nouveau président de la Fed, n'a jamais connu l'impact que peut être pour l'économie, pour les marchés, d'une banque centrale qui réduit sa taille, la taille de son bilan. On n'en sait rien. Qui réduit tout doucement. On n'en sait rien. Tout doucement. Ouais, mais c'est absolument historique. Absolument historique. Donc vous avez des marchés qui sont confrontés à cette donne qui est vraiment radicalement nouvelle, une mesure sur l'inflation qui commence à remonter un petit peu. Pensez aux petites soubresauts de marché qu'on a eu dans le passé, 2011, 2012, 2008 forcément. Ouais. C'était quoi la peur des marchés à l'époque? C'était fort ralentissement économique, déflation. Vous vous souvenez, c'était ça la crise. Hein, on n'est pas là-dedans aujourd'hui. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. C'est une tension des marchés, une instabilité qui est pour des raisons vraiment nouvelles. On reparle des marchés parce que c'est lié, mais quand on voit encore une fois, comment ça se solde, ce bras de fer entre l'Amérique et la Chine? Ça va se terminer
comme le voulait Donald Trump, par un deal finalement? Un deal modeste, mais un deal quand même. Oui, ça va se terminer par un deal. Parce que dans la coulisse, ça négocie en ce moment, on le sait bien, entre Pékin et Washington. Il y a le principal conseil économique du président chinois avec Steve Mnuchin, le secrétaire d'État au Trésor américain. On dit que des progrès sont en cours sur les baisses des droits de douane chinois sur les voitures américaines qui sont exportées là-bas, sur l'ouverture du secteur financier. On sait qu'aujourd'hui, il faut une co-entreprise où les firmes américaines financières ou bancaires sont minoritaires, ça pourrait changer. Il va là où il voulait finalement. Oui, mais la Chine aussi va là où elle voulait. Faut bien avoir en tête qu'il y a une dynamique. On n'attaque pas tout cela dans une situation statique. Depuis que la Chine a intégré l'OMC, elle est dans une phase d'ouverture. Alors ça va trop lentement et tout ce qu'on veut, mais il y a une dynamique. Et si vous regardez ce qui a été dit, si vous écoutez ce qui a été dit à Davos par le Liu He en question, donc qui est devenu vice-premier ministre maintenant, qui est le conseiller le plus proche de Xi Jinping en matière économique, il était à Davos en janvier et il disait déjà qu'il réfléchissait à cette possibilité effectivement d'ouvrir le capital des joint ventures au-delà de 50% pour les partenaires étrangers. Donc la dynamique, elle existe et ce que peut obtenir Donald Trump, c'est d'une part éventuellement l'accélérer un petit peu, puis d'autre part de dire c'est grâce à moi que ça évolue. Donc mais en réalité, la com, dynamique existe. On est dans la com. Hein. Et puis Pékin, on finit là-dessus, après on reparle des marchés, n'a aucun intérêt à rentrer encore une fois dans une logique de guerre commerciale. C'est pas encore une fois tout. Mais les États-Unis non plus. Un gros morceau, la Chine dépend plus de ses exportations que les États-Unis. Oui, mais ça, c'est l'argument de Donald Trump en disant... J'étais brainwashé, c'est ça. Bah oui, lui, il dit c'est très facile de faire une guerre commerciale parce que comme vous êtes exportateur, c'est vous qui en souffrirez le plus. Il oublie des choses. Oui, il oublie 2-3 trucs. Mais ce qui est vrai, c'est que les marges de manœuvre sont en réalité limitées parce que si vous prenez des grands classiques, les graines de soja, là, les États-Unis sont des gros exportateurs. Ils ne sont pas frappés de surtaxe pour l'instant par les Chinois. Si, depuis ce matin, ils le sont. Ah, c'est dedans? Ça y est, c'est dedans. En réponse au programme que vous incitiez, que vous mentionniez. Donc la Chine dit, moi je vais pénaliser les exportations américaines de graines de soja, en disant je peux me fournir ailleurs. Ce n'est qu'à moitié vrai, parce qu'en réalité, la Chine se fournit à hauteur d'un tiers de ces graines de soja aux États-Unis. Donc certes, elle a d'autres fournisseurs, le Brésil et l'Argentine en particulier. Mais c'est un gros fournisseur. Mais c'est un énorme fournisseur. Ils vont le payer plus cher. Et dans l'autre sens, et c'est là où Donald Trump voit encore une fois, peut-être par le petit bout de la lorgnette, c'est qu'encore une fois, si d'un côté il peut sauvegarder quelques emplois dans certains secteurs, derrière, c'est le consommateur américain qui a payé plus cher son lave-vaisselle, son téléviseur chinois, qui va payer plus cher, et d'autres industries qui sont gourmandes, effectivement, en aluminium, en acier ou en d'autres produits qui sont plus chers, vont détruire les emplois. Et l'histoire l'a prouvé sous George Bush fils. Mais ce qui est amusant d'ailleurs, quand vous regardez l'histoire, c'est que ce qui est présenté comme étant très agressif de la part de Donald Trump, en réalité, quand vous regardez l'histoire, à l'époque, le grand concurrent, c'était le Japon, c'était pas la Chine. Dans les années 80-90, à l'époque Reagan et suivant, l'augmentation des droits de douane qui avait été annoncée, c'était 100%. Pas donc 25%. 15-25, c'est petits bras, quoi. Non, c'est pas que c'est petits bras, c'est-à-dire que ça voulait dire à l'époque, on bloque les importations. C'est ça que ça voulait dire, quand vous doublez de 100%. Là, ce que ça veut dire simplement, c'est qu'on va les rendre plus chers. Sauf que la Chine, effectivement, a des économies d'échelle, une capacité de réduire ses coûts, de telle manière qu'elle peut absorber une partie, et donc le consommateur, effectivement, continuerait d'acheter des produits chinois, juste en les payant un peu plus cher. Donc, ça aggraverait le déficit commercial américain. Donc, ces manœuvres-là sont vraiment, à mon avis, destinées à l'électorat de Donald Trump, qui va voter en novembre prochain, qui veut voter pour un leader qui protège ses intérêts, mais en réalité, ça va déboucher sur quelque chose d'assez cosmétique, à mon avis. Donc, en tout cas, on revient au marché. Les marchés jouent à se faire peur. Pour vous, c'est un sujet de politique intérieure, cette guerre commerciale qui est présentée comme telle. Les marchés ont tort, même si, encore une fois, on l'a dit, il y a un environnement qui est anxiogène pour les marchés, avec les remontées de taux, avec la tech, avec tout ça. Non, mais précisément, c'est pas qu'ils ont tort, c'est qu'ils mettent sur le sujet de la guerre commerciale ou sur le sujet de ce moment anti-tech, la cause de l'instabilité des marchés, parce que c'est quand même plus facile de le justifier par cela, c'est concret, ça fait la une des journaux, on le voit, donc c'est assez pratique, c'est commode de l'imputer à ces deux causes-là, alors qu'en réalité, la cause fondamentale de l'instabilité des marchés, c'est pas ça. C'est pas ça.
La cause fondamentale, c'est le changement de régime de liquidité. Ouais. Et c'est vraiment Et ça, la c'est clé. pas nouveau, hein, cette interrogation, on l'avait déjà ensemble en janvier, on l'avait déjà en novembre. Absolument. Donc c'est là, un catalyseur quelque part, cette guerre oui, commerciale. exactement. C'est-à-dire qu'on a un fonds qui est vraiment fragilisé à cause de ce changement de régime de liquidité, et cette fragilité, naturellement, La se Fed manifeste. rassure, bien sûr, mais la Fed rassure quand même, malgré tout. Non, elle ne rassure pas. Non, non. Il y aura 3 hausses de taux cette année, 4 l'année prochaine, une de plus l'année prochaine. Oui, dans une économie qui risque de ralentir, ce n'est pas particulièrement rassurant. Quand c'était rassurant, c'était quand vous aviez une banque centrale qui vous disait, rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, en 2016, c'était encore le cas. En 2016, les banques centrales disaient, s'il se passe le moindre problème, ne vous inquiétez pas, je serai là, je rebaisserai les taux, je remonterai les taux d'intérêt, je referai du quantitative easing, etc. Si besoin. Ce n'est plus le discours. Ce n'est plus le discours. Jusqu'à la fin, au moment du vote du Brexit, ça a été le cas. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Même Mario Draghi a supprimé de son discours la possibilité d'en refaire en cas de besoin. Donc le filet de sécurité est vraiment en train d'être retiré. Il n'en faut pas quand même beaucoup plus pour admettre que ça fragilise les marchés. Alors si vous aviez un ciel bleu sans nuages, la fragilité ne se manifesterait pas. Là, il suffit que vous ayez des petites choses comme ça, qui franchement ne sont pas majeures, pour que la fragilité se manifeste. Ouais, et en même temps, on se dit malgré tout qu'après un mouvement de hausse des indices boursiers depuis quasiment 10 ans, one way comme on dit, cette correction, elle est saine malgré tout. Bien sûr. Je veux dire, non, enfin, tout le monde l'a attendu, l'a appelée de ses voeux, maintenant qu'elle arrive, on s'angoisse, mais finalement, c'est pas rien d'aberrant. Je ne sais pas si quiconque l'appelait de ses voeux véritablement. Non, en disant, voilà, c'est pas ça, ça fait que monter, etc. Les gens étaient très ravis. Il faudrait qu'il y ait des retracements quand même, non? Des respirations. Non, ce qui est amusant, c'est que l'an dernier a été vraiment le summum des marchés absolument idéal pour les investisseurs. C'est-à-dire que l'an dernier a été la dernière conjonction rencontrée. Vous savez, c'est comme les météores qui se rencontrent, c'est quand même pas très souvent. 2017, c'était ça. C'est-à-dire que vous aviez en même temps un cycle économique qui était clairement en amélioration et des banques centrales qui continuaient jusque-là d'être extrêmement accommodantes. Aujourd'hui, le cycle économique, il plafonne et les banques centrales resserrent. Exactement. C'est ça. C'est ça le vrai contexte de marché. Ouais, c'est l'entrechoc, c'est la rencontre de ces deux. Il y a un télescopage qui crée cet environnement de marché. Donc là-dessus, vous envoyez une pincée de menaces commerciales, une pincée de menaces sur la tech, et forcément, vous avez des réactions de marché. On voit le CAC 40 qui baisse de 4% depuis le début de l'année, le Standard & Poor's, je ne sais pas trop combien, enfin l'idée c'est de dire que le niveau de valorisation, le S&P capitalise, je sais pas, 16 ou 17 fois les bénéfices attendus, c'était, je sais pas, 19 et quelques fin 2017. On se dit qu'on est à des niveaux plus attractifs aujourd'hui parce que les prévisions de résultats, les perspectives bénéficiaires n'ont pas été vraiment revues à la baisse. Est-ce qu'on est à des niveaux attractifs ou est-ce que malgré cette correction, sur les indices et pas sur les niveaux de profit attendus, on est sur des niveaux plus attractifs? Est-ce que le pire est passé d'ailleurs? Comme à chaque fois, j'ai le regret de vous dire que ces sujets de valorisation n'ont pas de sens. Les valorisations, elles reflètent tout simplement ce que pensent. On va faire acheter un CAC 40 à 2000 qu'à 10 000. Hein. Non, pas forcément. Ça dépend. Non, pas forcément. Non, mais la question qu'il faut se poser quand vous êtes investisseur ou analyste de marché, c'est si les investisseurs vont être déçus ou pas par les résultats effectifs qui vont sortir. Tant qu'ils sont surpris positivement, favorablement, le marché n'est ni cher ni pas cher, il va monter. Les marchés pas chers, ça peut devenir encore moins cher. Des marchés chers peuvent devenir plus chers. La question est de savoir... Là, ils sont moins chers. Là, ils sont moins chers parce qu'encore une fois, les bénéfices attendus, les perspectives n'ont pas bougé, mais les cours ont baissé. Donc, c'est plus attractif en termes de valorisation. Si les bénéfices attendus se confirment. Ah oui, bien sûr. Oui, mais tout est là. Tout est là. Vous avez un doute? Oui, j'ai un doute. Le risque de marché pour 2018, absolument, que les analystes soient déçus dans la réalité des résultats qui sortiront. Les analystes sont hyper optimistes aujourd'hui. Aux États-Unis, les analystes attendent entre 18 et 20% de croissance des résultats par action cette année. C'est très élevé. Hein. En Europe, c'est à peu près la moitié. Ouais, c'est 10. C'est à peu près la moitié. Ils pourraient effectivement être déçus. Et c'est ça le sujet. Et c'est quand on aura la réponse à la question qu'on verra si les marchés étaient chers ou pas chers. Mais aujourd'hui, surtout maintenant, comme vous disiez, on n'est probablement pas loin du haut de cycle. Hein. La question est à quelle distance on est. Le cycle boursier. Le cycle boursier, oui. Et si on est au haut du cycle, qu'est-ce qu'on fait quand on est au haut du cycle? Quand on voit les courbes en général sinusoïdales, quand on est au haut du cycle, il se passe quoi en général? Alors, c'est très, très précis là. Vous achetez
les affaires, les entreprises, les titres, dont les résultats, eux, ne bougeront pas, bien que le cycle ralentisse. Et vous vendez tout de suite tout ce qui est cyclique, c'est-à-dire tout ce qui va être directement affecté par le ralentissement du cycle. Et c'est vraiment très très important. C'est pour ça que la notion de valorisation est très mal comprise en général. Quand vous êtes en bas de cycle, vous êtes en récession, c'est la catastrophe, etc. Il faut acheter les valeurs cycliques. Il faut acheter les valeurs cycliques, bien entendu. Pour autant, les valorisations paraissent très chères, parce que les résultats sont très très faibles. Vous êtes en bas de cycle. Vous dites, je ne vais pas acheter ça, ça a l'air très cher. C'est là qu'il faut les acheter, parce que c'est là que les résultats vont être revus à la hausse, et que les valeurs qui paraissaient chères ne paraîtront plus chères un an plus tard. Là, c'est le contraire. On est en haut de cycle. On est au devant de déception, vous écoutez. On est au devant de déception. Sur les résultats qui seront publiés dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Non, c'est plutôt sur la deuxième partie de l'année. Parce que là, ce qui va être publié, c'est le passé. Ouais. La question, ça va être, est-ce que les analystes dans les prochains mois, les prochains trimestres, vont commencer à revoir à la baisse leurs estimations? C'est ça le point crucial. Et je pense que c'est ça le risque. C'est ça le point crucial. Absolument. Sur fond, encore une fois, de politique monétaire qui va être moins supportive. Ouais. Donc, on finit là-dessus. J'en déduis, une fois qu'on a dit tout ça, que chez Carmignac, on a réduit son exposition sur les actions, si on est cohérent. Attention, regardez bien ce qu'on a dit. On a cette période d'instabilité, hein, cette transition-là qui crée naturellement des grandes interrogations. Cette instabilité-là, elle justifie en effet de réduire un peu le risque. Ce que vous avez fait. Ce qu'on a fait. Donc, sauf à vouloir se prendre de plein fouet, c'est plus 10, moins 10 sur les marchés. Significativement, quelle est la part des actions chez Carmignac aujourd'hui? Non, c'est pas, ça dépend des fonds, mais c'est pas énorme. Pour un fonds qui peut avoir un maximum d'actions à 50%, ouais. On doit être à 30 ou à peu près aujourd'hui. Donc c'est une légère réduction pour simplement éviter, réduire un petit peu la volatilité, ne pas être pris dans ces feux croisés des marchés qu'on a depuis le début de l'année. Mais le point le plus important, et c'est ça qui va faire gagner de l'argent cette année, si je puis dire, c'est ce qu'on disait 2 minutes avant, c'est-à-dire qu'est-ce qui va surperformer largement dès lors que le marché va conclure qu'en effet on est en haut de cycle et que l'économie commence à décevoir. Eh bien, ce jour-là, les gens qui vendent de l'Amazon ou du Google ou du Apple aujourd'hui vont le regretter. Parce qu'ils vont se rendre compte que dans un environnement cyclique qui ralentit, ces valeurs-là continuent de générer une croissance de résultats. Donc il faut continuer à acheter des GAFAM aux ratios de capitalisation qui sont absolument démentiels, 30, 40, 50, 80 ? Non, non, c'est pas vrai. Vous prenez Facebook, ce qui est un bel exemple de valeur attaquée en ce moment. Facebook aujourd'hui, sur des estimations 2019 raisonnables, sans aller... on est à 15 fois. Ah oui, donc c'est très raisonnable en effet. Et oui, et on est à 17 fois à peu près 2018. Donc c'est raisonnable, mais imaginez qu'en plus de cela, le cycle économique ralentit et que les autres entreprises, celles qui sont cycliques, elles au contraire voient leur croissance de résultats baisser, alors le multiple de valorisation paraîtra très attrayant. Donc je pense que ce sont des points d'entrée. Donc les stars de la tech américaine sont quelque part, pas toutes évidemment, il faut discriminer, j'imagine, il faut séparer le bon grain de livret, sont quelque part un rempart, une protection contre un éventuel retournement du cycle américain. Absolument. Donc j'ai bien compris. Merci, toujours un plaisir. Didier Saint-Georges, membre du comité d'investissement chez Carmignac, qui était donc l'invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci.